Salut à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de cours de philosophie d'Olavo du Carvalho. On est sur la partie critique de la science moderne, donc vous allez voir, ça va résonner très fortement en nous, avec récemment l'épisode du Covid, par exemple, le fait de croire dans la science. Donc on va aborder au niveau philosophique avec François ces différents points-là qui sont cruciaux dans la philosophie d'Olavo du Carvalho. Comment ça va, François? Salut, ça va super et toi? Ça va très bien, un gros orage ici, mais on a réussi à se connecter, donc c'est super. On peut rentrer dans le vif du sujet. Donc je parlais de la science. Croyez dans la science, on a entendu ça durant le Covid, donc comme s'il y avait deux catégories de personnes, les scientifiques rationnels instruits contre les religieux obscurantistes, terraplanistes, ignorant ou alors idiot. C'était une séparation qui a été voulue, une division qui a été voulue, qui a été forcée. Cette division visait aussi à renforcer les arguments d'autorité, la présomption d'un consensus scientifique, alors que c'est facile de faire croire à un consensus lorsque les scientifiques divergents sont censurés. Donc c'est sur ce point-là aujourd'hui qu'on va se questionner sur la précarité de l'intelligence, sur le fait que les pratiquants ou étudiants de sciences ne savent simplement qu'au maximum quelques points de méthode ou de technique, mais ils n'ont pas de fondement cognitif plus poussé que cela. Alors pourquoi la méthode scientifique est scientifique? On va se poser par exemple cette question avec Olavo du Carvalho. Moi, je vous invite à voir mon livre, à cliquer. Donc, j'ai un livre cours de philosophie d'Olavo du Carvalho, il sera en lien pour aller plus loin. Et donc, pourquoi la méthode scientifique est scientifique? C'est très important parce que beaucoup d'étudiants de sciences, beaucoup de chercheurs ne se posent même pas cette question et sont juste des techniciens. Aujourd'hui, le répertoire des opinions des savants est vu comme une fin, alors que c'était simplement le début pour Aristote. Donc, Olavo du Carvalho a fait 2 ou 3 livres sur Aristote, et il explique que le consensus scientifique ne donne pas de certitude, en fait, pas de certitude du tout. Un exemple concret, par exemple, le conducteur de camion ne sait pas le fondement du moteur à explosion. Il n'en a pas besoin. C'est une société technique extrêmement spécialisée aujourd'hui. Mais par contre, il faut questionner les fondements cognitifs et il faut questionner justement cette méthode scientifique qui est vue comme un dogme. Et c'est justement l'objectif de cette émission aujourd'hui. Donc, Olavo du Carvalho revient aussi sur la démonstration. Qu'est-ce qu'une démonstration? Donc ça, c'est important. Je fais différents points d'introduction. Une démonstration, c'est-à-dire, par exemple, je suis moi et pas un autre. Donc ça, c'est quelque chose d'auto-évident, quelque chose de direct. Par exemple, la bouteille d'eau devant moi, elle est unique, c'est connu. C'est quelque chose une vérité autoprobante qui n'a pas besoin de preuves. Donc ça, c'est un point important pour expliquer parce qu'aujourd'hui, la raison a toujours été utilisée pour aller d'une évidence à une autre, mais par contre, l'évidence, c'est une exhibition immédiate d'une vérité autoprobante qui n'a pas besoin de preuves. Donc ça, c'est un peu de théorie des premiers principes logiques qui est très importante parce que cette théorie des premiers principes logiques est laissée de côté aujourd'hui. Et donc, si les gens croient dans la science, si les gens croient à cette expression, ce slogan du Covid, eh bien, ils n'ont pas questionné ce qu'est la science. Et justement, l'explication d'Olavo du Carvalho, les nombreuses explications nous montrent, nous demandent à nous questionner sur ce qu'est réellement la science. Et il explique que la base de la logique, ce sont justement les principes auto-évidents. Donc ça, c'est important d'avoir ces idées-là qui vont nous éclairer. Et la preuve, c'est simplement l'identité de deux affirmations qui se relient entre elles. Donc, elles se relient de façon auto-évidente. Mais ça, c'est quelque chose de direct. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est un idéal de science, en fait. Lorsque les étudiants, les chercheurs nous disent croyez dans la science, c'est un idéal de science. Mais le fondement, c'est la clé et pas la technique ou la méthode. C'est le fondement qui est la clé. La statistique, c'est de l'ordre du probable seulement. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. Et Olavo du Carvalho le détaille dans son cours de philosophie. Donc la logique, par exemple, même si on parle de logique paradoxale,
comme le théâtre absurde, par exemple. On sait que le théâtre est absurde en référence logique au théâtre normal habituel. Donc, la logique, les principes de logique sont quelque chose d'auto-évident. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc rappeler à nouveau que l'idéal de la science, oui, c'est un idéal, mais ce n'est pas la science entre guillemets avec majuscule comme emblème d'autorité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Alors la science, du coup, se croit indépendante de la philosophie, mais les fondements ne peuvent pas être expliqués par la méthode, car il arrive un moment où les résultats remettent en cause et en question les fondements et la science entre en crise. Par exemple, Christopher Lage qui dit dans le complexe de Narcisse que la croyance au progrès a remplacé la providence. La science moderne se veut une autorité publique, mais n'étudie pas la réalité. Elle étudie juste un ensemble de phénomènes sélectionnés sur la base d'une certaine uniformité interne. C'est une procédure tautologique. Cette activité est très fructueuse, bien sûr, pour promouvoir le développement technologique, mais elle présente le danger de constituer une aliénation par rapport à la réalité. Et donc, justement, on va expliquer ça. La logique est utilisée des fois pour camoufler l'expérience réelle. C'est une métaphore, en fait, une présentation comme si c'était un état de fait ou une description objective de la réalité, comme l'a fait Descartes avec son doute radical, mais il finit par faire tout de même appel à Dieu. Donc les scientifiques modernes aussi, gnostiques, occultistes, de cercles secrets, se disant d'une froide objectivité, et avec leur observation, leurs mesures, leur raisonnement mathématique. Hein. Et Newton, par exemple, qui parlait de mouvement éternel, mais cela est contradictoire. Pourquoi? Parce que le mouvement a besoin d'une référence temporelle. L'éternité ne peut être mesurée de cette manière. Donc voilà, la modernité aussi, un dernier point, vraiment d'introduction, et puis François va développer après. La modernité, selon Vauquelin, c'est la perte de l'existence devant Dieu. Voilà, donc je vais le rappeler. La modernité, selon Vauquelin, c'est la perte de l'existence devant Dieu. Le gnosticisme ou l'expérience de désordre, la perte du souvenir de Dieu avec des sentiments de désespoir, l'évasionnisme ou une projection révolutionnaire d'un ordre total dans le futur. Donc je pense que ces points-là permettent de mettre en lumière ce qu'on vit actuellement, ce qu'on a vécu durant le Covid. Donc voilà, ce sont des points de départ que j'ai notés. Il y a énormément de chapitres qui sont abordés par Olavo de Carvalho et on pourra le détailler à nouveau, mais voilà, ce sont différents points que j'ai notés un petit peu pour faire une sorte d'introduction avec différents concepts, hein, donc en reprenant Aristote au départ, et puis en arrivant ensuite à Descartes, et puis sur la modernité de Vauquelin. Donc voilà, je vais laisser maintenant François présenter à sa façon. Vas-y François. Merci Antoine pour ton introduction et pour me donner le fait de me donner la parole sur ce sujet qui me passionne entre tous. Bon, tu as dit énormément de choses sur lesquelles il va falloir revenir beaucoup plus tranquillement parce que c'est un sujet énorme. On n'aura pas fait le tour en une seule émission. On va essayer de l'aborder point par point pour donner un aperçu de ce que c'est que la critique de la science par Olavo de Carvalho. Et je dois dire que pour moi, c'est... Enfin, j'ai relu là tout à l'heure, donc tu es en train de traduire, hein, donc je le rappelle, tu es en train de traduire donc, la version écrite du séminaire de philosophie d'Olavo de Carvalho, et donc je l'ai entre les mains, donc ta traduction française de ce document qui est écrit évidemment en portugais. Et c'est absolument stupéfiant. Hein, je veux dire, moi, quand je relis ça, vraiment, je tombe de mon tabouret quand même devant l'ampleur des connaissances déjà de ce monsieur. Et je suis vraiment interpellé par le potentiel dévastateur, vraiment dévastateur, en termes de critique des idées et en termes de critique, je dirais, de l'idéologie de notre monde ou des idées dominantes dans notre monde archi-malade à en crever. Et parmi les idées les plus dogmatiques en fait et les plus nocives, les plus destructrices qui règnent sur ce monde malade, on a les idées qui sont proclamées comme étant de la science. Voilà. Donc, on va essayer de faire comprendre au public, et c'est ce qui étonne, je pense, qui interpelle en premier, c'est qu'on parle de critique de la science. Donc, essayer de faire comprendre ce que ça veut dire que cette critique de la science. C'est-à-dire qu'il ne critique pas seulement tel ou tel aspect de la science, mais c'est bien une critique ou telle théorie scientifique ou tel mouvement, non, c'est une critique de la science moderne dans son ensemble.
de toute la science moderne depuis ses origines. Donc on va réexpliquer un petit peu ce que c'est que la science moderne et pourquoi d'ailleurs il n'y a pas tellement lieu de faire de distinction entre science et science moderne, puisque ce mot de science, il est moderne en fait. On ne parlait pas de science au sens où on entend ce mot-là aujourd'hui avant le XVIe siècle. Donc, mais avant d'en venir là, je voulais encore dire quelques mots. Carvalho, son œuvre philosophique est absolument immense et stupéfiante par son ampleur et son potentiel critique. Et donc, je pense que c'est une œuvre éminemment importante, voilà, pour notre temps. Et je pense que ce qu'on fait avec Antoine, on espère que ça continuera. Enfin, nous-mêmes, on espère continuer à faire des émissions. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est qu'au-delà de ça, on arrive à semer quelques graines pour qu'il y ait cette pensée d'Olavo, mais qui n'est pas que d'Olavo tout seul. Il y a tous les auteurs dont il s'inspire lui, et tout un mouvement en fait d'idées, mais dont Olavo est un très très grand représentant, mais qui est en fait un mouvement de critique des idées modernes et du monde moderne. En ce sens, je dirais qu'il y a une contribution philosophique d'Olavo de Carvalho au complotisme. Donc, le complotisme est quelque chose qui, à mon sens, est quelque chose qu'il faut revendiquer comme un étendard et ne pas, faut pas se laisser imposer ce mot seulement comme une étiquette infamante par nos ennemis. Et je dirais même qu'en un sens, le complotisme est la conséquence logique de la philosophie, et c'est ce qui illustre magnifiquement l'œuvre d'Olavo de Carvalho, puisqu'on va voir à l'appui de ce chapitre consacré à la critique de la science moderne que il n'y a qu'un pas, et en fait c'est un même mouvement que la critique de la science et la critique de la politique, pour reprendre une expression chère aux marxistes. Donc il y a bien un lien entre, ou plutôt un passage de la philosophie au complotisme et de la critique de la science à la critique de la politique chez Olavo. Et je dirais que le chapitre le plus important de toute l'œuvre d'Olavo de Carvalho, c'est cette critique de la science. Donc c'est ce sur quoi on s'arrête aujourd'hui, même si j'imagine qu'on y reviendra. Donc je rentre dans le vif du sujet. Et Antoine, n'hésite pas à m'interrompre si tu veux demander quelque chose ou préciser ou dire quelque chose. Je voulais revenir aussi sur Aristote qui faisait de la philosophie et puis finalement a eu un procès parce qu'il soi-disant fomentait une révolution contre la démocratie athénienne. On a Olavo de Carvalho qui s'est exilé aussi aux États-Unis et qui a été attaqué, qui a toujours des centaines et des centaines de procès encore aujourd'hui, et des diffamations aussi sur Internet. Et donc, c'est pas Aristote, voilà. C'est Socrate. Tu parles de Socrate, bien sûr. Oui, oui, pardon, oui, Socrate. Et donc, voilà, oui, qui a dû être empoisonné et mourir. Donc voilà. Donc Olavo de Carvalho dénonçait aussi cette critique des pères, des pères qui étaient vendus et qui le critiquaient. Donc au niveau philosophique, c'est intéressant. C'est cette même posture et cet exil. Donc voilà, il fait un petit aparté. Intéressant le parallèle avec l'exil. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pourquoi il s'est exilé aux États-Unis, Carvalho. Tu le sais, toi? Pour éviter différents procès et puis pour avoir plus de liberté aussi. Donc, donc voilà, il avait énormément de procès. D'accord. De procès mensongers, diffamatoires, voilà, avec une justice aux ordres, une justice corrompue brésilienne. Donc voilà. Ok. Donc oui, de Socrate à Carvalho, et j'en reviens donc à mon histoire de science, puisqu'on s'arrête sur la critique de la science chez Carvalho. Arrêtons-nous pour commencer sur le mot de science. Donc comme je le disais, ce mot n'a pas du tout toujours eu le sens qu'on lui donne, et on entend encore une fois, et par des grands intellectuels, dire des choses qui sont totalement fausses, comme que la science aurait été fondée par les Grecs. Enfin, ça dépend comment on comprend les choses, mais à mon avis, c'est induire les gens en erreur que de dire que la science aurait été fondée par les philosophes grecs. C'est pas le cas du tout. Justement, les Grecs, enfin Socrate, voilà, pour pas le nommer, a fondé la philosophie. Et la philosophie, c'est la recherche du savoir, c'est la quête de la vérité, c'est l'amour du savoir, qui est aussi une recherche de la sagesse, et ça va ensemble. En fait, on recherche le savoir et on trouve la sagesse. On pourrait dire que c'est ça la philosophie, si on y arrive. Mais tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ce n'est pas nouveau. Ouais. Ça, c'est dans la Bible. Ça. Saint Paul, oui, bien sûr. Saint Paul.
Oui, c'est même Jésus, hein, je crois, la vérité vous rendra libre. Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Donc, alors que ce mot de science a de toutes autres origines, hein. Vous verrez que j'esquisserai un parallèle un peu audacieux, mais qui à mon avis tient bien la route, entre le projet de la science et un autre projet. Donc science aujourd'hui veut dire, à mon sens, quelque chose comme savoir détenu. Si on regarde l'étymologie du mot, c'est bien ça que ça veut dire. La science, c'est un savoir détenu. C'est-à-dire que c'est pas seulement une démarche, en fait, c'est pas seulement une recherche de vérité, mais ça prétend aussi être un savoir déjà détenu. Donc déjà, il y a une prétention ici qui n'est pas la même que celle de la philosophie, puisque la philosophie de Socrate, c'était je sais que je ne sais rien, hein. Entre je sais que je ne sais rien chez Socrate ou que sais-je, le que sais-je de Montaigne, et là on est dans quelque chose d'humble encore, une recherche humble du savoir, alors que la science prétend être un savoir détenu. Et donc d'ailleurs, c'est bien comme ça que ça se passe aujourd'hui dans les universités. Donc je répète, alors, ce serait très long évidemment de réexpliquer tout ça, mais je fais bref. Dans les universités, le rapport moderne et contemporain au savoir est en soi problématique. Par exemple, quand on se pose des questions sur la nature, sur le fonctionnement, les lois de la nature ou la structure de l'univers matériel, comment est-ce que ça se passe? Les gens ne vont pas entrer dans une démarche philosophique aujourd'hui parce qu'ils pensent que le savoir est détenu par des gens qui savent et que donc ça les congédie en fait de cette de ce devoir, j'ai presque envie de dire, de chercher à savoir par soi-même. Donc, les gens pensent que le savoir sur la structure du cosmos est détenu par des astrophysiciens qui sont dans une université, qui disposent de gros appareils qui permettent de faire des observations et qui disposent d'un savoir scientifique hyper pointu qui leur est inaccessible et d'un langage scientifique qui leur est inaccessible, et que ces gens-là savent ce qu'il en est, et que donc il suffit de s'en remettre à ces personnes pour savoir ce qu'il en est de la réalité. Voilà. Et donc ça, c'est un des méga problèmes avec cette science moderne, c'est que c'est la science de quelques-uns aussi. C'est la science de quelques-uns, et le grand nombre n'est pas, en fait, quand il parle de science, quand la télé nous dit croyez en la science, mais c'est une absurdité totale, c'est une contradiction dans les termes. Quand on vous dit croyez la science, ça n'a aucun sens. Si on regarde le sens des mots, c'est que justement la science, c'est un savoir, et le savoir, ça n'est pas la même catégorie que la croyance. Si je suis dans un rapport de croyance à quelque chose, je ne suis pas dans un rapport de connaissance. Donc la philosophie, c'est une quête du savoir vrai, alors que la science moderne, eh ben, c'est un savoir supposé de quelques-uns et une croyance naïve de la quasi-totalité des gens dans la vérité de ce savoir que quelques-uns détiendraient. Voilà. Parmi les problèmes, il y aurait également le problème de l'éclatement du savoir, alors que le savoir des anciens et des médiévaux est un savoir systémique qui s'organisait en un tout cohérent. Alors, ils étaient plus ou moins spécialistes de tel ou tel champ de connaissances, mais ils étaient généralement compétents dans de très nombreux champs disciplinaires, alors qu'aujourd'hui, c'est très très rarement le cas. Et puis, ça fait depuis des siècles qu'on dit qu'il n'est plus possible de connaître tous les domaines du savoir. Mais ce qu'on peut se demander, c'est justement est-ce que c'est vraiment un véritable savoir que celui de la science moderne. Et je voudrais aussi faire un parallèle entre le mot de science et le mot de gnose qu'a prononcé Antoine à plusieurs reprises, mais il nous faudra expliquer calmement et tranquillement de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc gnose, donc savoir, ça vient du latin scientia, gnose, ça vient du grec gnosis, qui veut dire la connaissance. Mais la gnose, ça fait référence à une hérésie chrétienne, donc de groupes pseudo-chrétiens qui sont apparus au 1er siècle de l'ère chrétienne et qui prétendaient détenir un savoir, une connaissance divine. Et donc qui n'est pas la foi, qui est autre chose, quelque chose de l'ordre de la connaissance intellectuelle et de l'illumination aussi. Bon, Et sans vouloir te couper sur ton fil, on a actuellement aussi un laïcisme militant sur lequel on peut faire un parallèle aussi. Ce sera intéressant de le détailler. Olavo du Carvalho l'a déjà dénoncé plusieurs fois et on l'observe réellement aujourd'hui. On peut faire un parallèle avec les scientifiques modernes gnostiques. On a une propagande aussi du laïcisme promu militant qui est intéressant pour rebondir sur ton sujet. Voilà.
Oui, mais ça va ensemble en fait. Enfin, la science moderne est une vaste escroquerie, hein. Et c'est une escroquerie à tout point de vue. C'est ce qu'on va essayer d'esquisser à la base de Olavo, mais c'est un sujet évidemment immense et qui nous dépasse. Mais on peut quand même s'en faire une idée. Et parmi les escroqueries de la science moderne qui sont innombrables, il y a celle selon laquelle elle serait laïque, voilà, donc elle serait objective et distincte, enfin, sans rapport avec une quelconque doctrine religieuse. Voilà. Donc on oppose la science et la religion. Alors c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. On voit des tas de unes de magazines sur science et religion ou les preuves scientifiques de l'existence de Dieu ou des choses comme ça. Bon, c'est une arnaque parce que la science moderne est totalement intégrée à un logiciel religieux en réalité. Et elle n'est pas du tout distincte du religieux, simplement, ce n'est pas la religion dominante dans les pays occidentaux et que tout le monde connaît plus ou moins, qui est le christianisme. Ce n'est pas non plus une autre grande religion que tout le monde connaîtrait comme l'islam. Ça a à voir avec une religion secrète qui est la gnose, justement, dont j'ai déjà parlé. Qui est une religion ésotérique réservée à quelques initiés. Et dans l'histoire de la science, j'y reviendrai plus loin parce que je voulais dire d'abord autre chose avant, mais on verra qu'il y a des liens entre l'ésotérisme, la gnose et la science, et que ce sont des choses parfaitement documentées et certaines, et non pas des théories complotistes de derrière les fagots. Mais donc j'en reviens à mon sujet et je voulais dire un mot des origines de la science. Encore un mot sur les origines, oui, de la science au sens où on l'entend aujourd'hui, donc de la science moderne et de la scission entre la science et la philosophie. On peut aussi parler d'une science des anciens contre une science des modernes, mais moi je n'aime pas le mot science et je pense que concernant les anciens, il n'y a pas lieu de parler de science puisqu'ils n'employaient pas eux-mêmes ce mot dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Donc tout ce qu'on appelle science aujourd'hui mérite d'être sous le feu de notre critique. Donc, si on regarde l'œuvre d'un penseur antique comme Aristote, il s'intéressait à absolument tous les champs du savoir et il a innové évidemment dans tous les domaines de la connaissance. C'est lui qui a même créé, alors pour le coup, si on devait employer science pour une fois dans un sens positif, pour le Moyen-Âge, la science ou la connaissance en général, c'était Aristote. Hein. Tout ce qu'on a fait en termes de philosophie pendant plusieurs siècles, ça se référait à ce grand organisateur du savoir qu'a été Aristote. Mais donc au Moyen-Âge, tous les intellectuels, et pas seulement dans le monde chrétien occidental, mais aussi dans le monde islamique, ratissaient tous les champs de la connaissance, c'est-à-dire théologie, philosophie, les savoirs sur la nature, les astres, l'astronomie, oui. L'astronomie, etc. Mais ils étaient également souvent poètes. Donc c'était des gens qui avaient des savoirs dans tous les domaines du savoir humain, la jurisprudence, la médecine, etc. Alors que la science moderne est évidemment extrêmement spécialisée. Personne n'est savant dans tous les domaines. Ça, je l'ai déjà dit. Et en plus, donc la philosophie se voit reléguée comme une discipline totalement dérisoire, en fait, par rapport à ce qu'elle était avant, même si c'était pas la discipline suprême. Dans l'université du Moyen-Âge, c'était là, bien sûr, la théologie, et la philosophie était son aide, son ankylia. La philosophie était subordonnée à la théologie, mais elle avait quand même un rôle proéminent. Alors qu'aujourd'hui, on a laissé à la philosophie les questions d'ordre éthique, enfin des questionnements insolubles en fait. Alors que là où la science parvient à des certitudes, soi-disant, la philosophie se voit cantonnée dans le domaine de l'incertain, des choses de l'ordre de la morale, voilà, ce qui est de l'ordre du devoir-être. Mais lui échappe tout un tas de pans de la connaissance, alors qu'originellement, la philosophie s'intéresse absolument à tout, et aussi à la nature, etc. Et on le voit bien dans l'œuvre d'Aristote, qui s'est massivement intéressé aux animaux, aux plantes, etc., aux astres. Alors qu'aujourd'hui, pour ne pas couper ton fil à nouveau, on est dans une société technique extrêmement spécialisée qui justement pousse les gens à se spécialiser de plus en plus et en fait la promotion, alors que la philosophie est laissée de côté, alors que la philosophie est méprisée aussi. Donc ça aussi, c'est un point. Elle est méprisée, elle est reléguée, elle est mise sur le côté. Voilà. Mais de toute façon, en un sens, c'est pas bien, en un sens, c'est bien, parce que la philosophie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui est une arme de plus entre les mains de l'ennemi. Hein.
Si tu veux, ce qu'on enseigne aux jeunes dans les lycées sous l'appellation de cours de philosophie, qui devrait déjà s'appeler plus modestement initiation à la philosophie, vu ce qu'on est capable à cet âge-là, ce dont on est capable à cet âge-là. Mais le problème dans l'enseignement de la philosophie, c'est que déjà, on saute par-dessus 1000 ans de pensée chrétienne, parce que, soi-disant, c'est pas de la philosophie, parce que c'était imprégné de religion. Donc on enseigne uniquement la pensée antique et la pensée moderne. Et donc dans la pensée antique, il y a des choses intéressantes, mais la pensée moderne est presque intégralement une pensée gnostique, et elle est tout aussi critiquable en philosophie qu'en science. Et donc, en fait, quand les profs de philo enseignent la philo à leurs élèves, quand ils leur parlent des auteurs modernes, et ils leur parlent énormément d'auteurs comme Descartes ou Kant, aussi Rousseau, Hegel, etc. Mais les deux grands maîtres à penser, il me semble, de l'enseignement de la philosophie dans le secondaire, c'est Descartes et Kant et un peu Rousseau. Et ben, faut comprendre que ces gens-là, c'est du poison. Voilà, c'est du poison. Donc, à la limite, vaudrait mieux ne rien enseigner sous le nom de philosophie que d'enseigner ça, parce que ce sont les idées de l'ennemi. Voilà. Mais je vais développer un petit peu plus loin sur Descartes. J'y étais presque. Donc, sur la science des anciens et la science des modernes, bon ben voilà, on va maintenant parler un peu de ce que c'est que cette science des modernes et de ses prétentions. Et là, il faut parler immédiatement de Descartes. Donc la science moderne naît, je dis bien naît, ou la science tout court, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle naît entre le XVIe et le XVIIe siècle, à l'occasion de ce que les historiens des sciences appellent la révolution scientifique moderne. Avant, il y avait l'activité des universités, mais que ça ne portait pas le nom de science, et il y avait une hiérarchie. Alors là, Carvalho raconte des choses absolument passionnantes sur l'histoire de l'enseignement au Moyen-Âge, et on mesure la distance avec l'enseignement des universités modernes. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. Il y avait une hiérarchie, ça faisait sens, les disciplines, les facultés étaient hiérarchisées, et tout était au service de la théologie. Mais chacune avait sa place. Et la scolastique, oui, la scolastique aussi. C'est ça que c'est la scolastique, c'est ce qu'on appelle la scolastique. La scolastique, c'est la philosophie de l'université du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, puisque tu me tends une perche là-dessus, je dis un mot sur une remarque que j'entendais faire par Carvalho, que j'ai trouvée passionnante. Enfin, plus qu'une remarque, c'est un long développement qui est consacré à ça. C'est justement le fait que la science moderne, dont je vais parler bientôt des prétentions, elle s'est constituée en dehors des universités, en fait. Et les universités, oui, ont été reléguées, enfin, en termes de prestige, elles ont perdu en prestige et en influence entre le XVIe et le XVIIe, probablement plutôt au XVIIe siècle. Et dans les pays comme la France, notamment, l'Angleterre et l'Allemagne, peut-être l'Italie, alors que dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, les universités ont continué, en fait, à faire de la scolastique comme au Moyen-Âge, et ont encore, selon Carvalho, fait des découvertes, avancé, pas au sens du progrès moderne, mais ont affiné certains questionnements, et voilà, encore au-delà du Moyen-Âge, on pratiquait encore cette scolastique, c'est ce qu'il appelle la scolastique tardive. Alors que les grands auteurs qu'on retient, en fait, ces auteurs de la scolastique tardive, personne ne les connaît, je ne serais même pas capable d'en donner le nom, c'est pas traduit d'ailleurs, c'est écrit en latin, et il y a bien que Carvalho pour connaître ça, quoi. Alors que les auteurs comme Descartes, même Montaigne, voilà, tout le monde connaît, et sont justement des auteurs qui ne sont pas des auteurs universitaires, et ce sont des auteurs subversifs, surtout Descartes, et qui vont foutre en l'air, en fait, tout le système, le fonctionnement intellectuel de l'Europe, de l'Occident, du Moyen-Âge, puisque Descartes, son objectif, c'est de détruire le saint Thomas d'Aquin, voilà, donc saint Thomas d'Aquin et donc toute la scolastique. Et donc Descartes a un projet, donc que je résume brièvement, mais vous avez sans doute entendu parler de ça, tous ceux qui ont fait la philo au lycée. Son projet, c'est de de fonder la certitude des sciences, enfin d'asseoir, de donner une assise intellectuelle aux sciences, pour qu'on puisse nous donner ce qu'il appelle les moyens de chercher la vérité dans les sciences. Et d'où toute son histoire de cogito, puisque quand il fait le cogito dans l'habilitation métaphysique, c'est pour trouver une certitude absolue sur la base de laquelle fonder toutes les autres certitudes qui vont être celles des sciences, donc des sciences certaines, des sciences modernes, des sciences dures.
Et donc, il va trouver que c'est le « je pense, je suis ». Je vous renvoie aux méditations métaphysiques. Mais je voudrais ici parler plutôt du discours de la méthode de Descartes et de son projet, puisque donc le discours de la méthode, c'est un discours qui porte sur la méthode scientifique et qui est un discours programmatique, c'est-à-dire qu'il annonce en plein XVIIe siècle le programme de ce que sera la science moderne et son intention. Et j'hésite pas beaucoup à dire qu'il y a là un projet luciférien. Donc la science moderne, parmi les tas de défauts qu'elle a, elle a le défaut d'être un projet luciférien. Pourquoi luciférien? Parce que il y a des passages en fait du discours de la méthode qui sont assez explicitement lucifériens en fait, qui ne sont, c'est à peine voilé. Et notamment dans la formule, quand Descartes dit « l'homme doit se rendre », c'est la 6e partie du discours de la méthode, « l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Donc ça, c'est le grand projet de la science moderne, se rendre maître et possesseur de la nature, à travers la science, à travers la connaissance, arriver à posséder la nature. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, si je traduis un petit peu, je reformule un peu, donc l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Alors, qui est ce maître et possesseur de la nature? Sinon Dieu. Et donc, ça veut dire l'homme doit se rendre comme Dieu, et ça me rappelle fortement un passage de la Genèse où le serpent dit à Adam et Ève « Mangez du fruit qui vous est défendu, et vous serez comme des dieux », ou « vous serez comme Dieu », selon les traductions. « Eritis sicut Deus », vous serez comme Dieu. Donc, le projet de la science moderne, c'est de faire en sorte que l'homme devienne comme Dieu grâce à la science et à la technique donc, qui en découle. Oui, François, on t'entend? Oui. Attends, je lis mes notes pour la suite. Donc, voilà. On peut dire que Kant aussi était dans la continuation de Descartes ensuite, hein, de ce projet luciférien. Je suis totalement en accord. Une sorte de perte de souvenir de Dieu, en fait. Pour revenir sur Descartes, c'est son doute radical. Mais son doute radical, en fait, on voit qu'il ne tient pas debout parce que Descartes lui-même a fini au final par faire appel à Dieu. Donc on voit que le doute radical ne se sustente pas en fait. Soit on va dans l'évasionnisme, soit on va dans le désespoir, soit on va dans un projet d'un ordre total dans le futur. Donc voilà, au niveau philosophique, ce n'est pas possible d'avoir cette posture de doute radical. Voilà. Oui, alors sur l'histoire de Descartes et Dieu, bon, ça fait partie de ce qui induit en erreur beaucoup de gens qui pensent que Descartes est un philosophe chrétien ou un peu chrétien vu qu'il parle de Dieu. Alors mettons les choses au clair, non, Descartes n'est pas un philosophe chrétien, c'est un philosophe anti-chrétien, d'accord, 100% anti-chrétien. Et quand Descartes parle de Dieu, ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit. Voilà, c'est un grand problème, c'est que le sens des mots évolue au fil des siècles et en philosophie, pour qu'on risque de se laisser abuser parce qu'un philosophe emploie tel mot, on croit qu'il veut dire telle chose, alors qu'il faut le remettre dans le contexte d'une certaine époque. Et quand Descartes parle de Dieu, ça n'est déjà plus le Dieu des chrétiens, c'est plus la Sainte Trinité. Mais il reste quand même le mot. Et c'est qu'on voit on a fait un processus de sécularisation dans les idées et dans le monde aussi. Et à l'époque de Descartes, les philosophes emploient encore le mot de Dieu, alors qu'il désigne déjà autre chose, qu'il est une idée philosophique. On aura Leibniz encore qui parle abondamment de Dieu, et Spinoza, etc. Mais aucun de ceux-là ne sont des philosophes croyants, ni chrétiens, ni croyants. C'est ce qu'on peut déduire en tout cas de leurs écrits. Seul Dieu sont les reins et les cœurs, mais on peut déduire de leurs écrits qu'en tout cas ils ne sont pas du tout dans le cas de la foi chrétienne. Donc au fil des siècles, on va voir que même ce mot de Dieu va reculer chez les philosophes. Et d'ailleurs, il y a un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Edmund Husserl. Carvalho, il trouve d'ailleurs des choses positives chez ce Edmund Husserl, ce qui est quelque chose qui m'intrigue. Mais Husserl va refaire en fait la démarche de Descartes dans un livre qui s'appelle Les Méditations cartésiennes, sauf qu'il refait la démarche en se passant complètement de Dieu. Il prétend réexpliquer la même chose, refonder les sciences, la certitude, en se passant complètement de Dieu, mais en s'inspirant quand même de la démarche de Descartes. Bon, soit dit en passant.
Donc attention aux mots, c'est pas parce que c'est écrit Dieu qu'il s'agit de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un philosophe de l'époque de Descartes qui l'a dénoncé, c'est qu'il l'a bien vu. C'est Blaise Pascal, hein, quand il dit, quand il s'est converti au catholicisme, il écrit que son Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants, voilà, puisque le Dieu de la révélation, ça n'est pas le même que celui des philosophes et des savants, et qui est une pure idée philosophique et qui n'est pas le Dieu de la religion. Voilà. Donc encore quelques mots sur ce cap en fait que représente Descartes dans l'histoire de la pensée. On a combien de temps là? On a déjà 34 minutes d'enregistrement là, Antoine? Oui, peut-être 15 minutes, peut-être 15, maximum 20, je pense, mais 15, ouais, C'est ce qui sûrement. nous reste, c'est ce que tu dis, c'est ça? Oui, oui. Ok, on va essayer d'avancer un peu. Donc, en tout cas, l'ennemi de Descartes, donc c'est saint Thomas, et à travers saint Thomas, c'est Aristote. En gros, il n'y a que deux grandes écoles, me semble-t-il, qui s'affrontent dans l'histoire de la philosophie, en tout cas dans le monde moderne, c'est l'école d'Aristote et celle de Descartes. Et la thèse qu'il faut défendre avec Olavo de Carvalho, mais pas seulement, j'ai trouvé ça très bien résumé sous la plume d'Alexandre Douguin, c'est bien sûr, il faut défendre le retour à Aristote. Hein. Si les gens comprenaient ça, on serait tiré d'affaire. Tout ce qui est fondé sur Descartes et Galilée et la science moderne, c'est l'ennemi, je dirais, pour faire court. Hein. Et si on veut retrouver une dynamique civilisationnelle, c'est-à-dire un monde dans lequel on puisse vivre décemment, il faut renouer avec Aristote. Je n'aurai pas le temps d'expliquer en détail Pour pourquoi. faire un Mais petit aparté, justement, je sur l'aurais dit, je l'aurais Douguin, dit. il y a eu un débat entre Douguin et Olavo du Carvalho. Mais Je vous sur un tout encourage autre sujet, à le c'est sur le nouvel rechercher. ordre mondial, oui. Oui, il a été traduit par exemple par Jean Robin, par exemple. Donc, vous pouvez C'est aller le vrai? retrouver sur Internet dans son intégrale. Oui, je pourrais Et mettre traduit de le quelle lien langue? après en C'est de description. l'anglais. Donc Traduit de l'anglais. l'intégrale en français, il y a aussi en français l'intégrale Mais du débat l'original est en entre anglais. Douguin et... Oui, l'original est en anglais, oui, oui. Oui. Ah, d'accord. Il y a en- Parce qu'il ne Je connaît l'ai pas le trouvé en portugais, portugais, mais Robin. je l'ai trouvé aussi en français. Donc ceux qui le veulent en français, voilà. C'est pour le petit Ah, ça a aparté. été traduit par Jean Robin, mais donc ouais, Robin connaît l'existence de Olavo de Carvalho et tout ça, d'accord, intéressant. Ouais, ouais. Ouais, Jean Robin qui rejoint bien sûr la cause brésilienne par l'anticommunisme, etc. Je suis sûr il a plein d'affinités en effet avec la droite brésilienne. Oui, on a discuté un petit peu sur Twitter, mais pas beaucoup. On va discuter plus, ouais. Ok, bon, mais laissons ça de côté, mais merci, oui, alors super intéressant, hein, l'entretien entre Carvalho et Douguin, d'ailleurs, faudrait que je l'écoute moi-même. On parlera de Douguin une autre fois, mais c'est vrai que j'ai lu récemment, là, c'était dans l'antipresse, des passages de la prose d'Alexandre Douguin, c'était extraordinaire. Alors que je lui reproche plein de choses à ce monsieur, mais là, il résumait Oui, bien sûr. vraiment des choses très très bien sur le mouvement de l'histoire du monde moderne et la nécessité de renouer avec Aristote, notamment. Donc, moi, je renoue aussi avec mon Aristote, et en quelques mots, on n'aura pas le temps de l'expliquer, et puis ça me dépasse aussi, c'est trop Notre compliqué. émission, ouais, ouais. C'est trop compliqué aussi pour l'état de mes connaissances, mais on peut dire que une des idées de gens comme Carvalho qui critiquent donc ce mouvement de bascule au début du monde moderne dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'on assiste à une perte de l'objet et on pourrait dire conséquemment à une perte de la réalité en fait, avec la naissance de la pensée moderne. C'est que pour le monde ancien, la pensée ancienne a toujours été réaliste. Donc il y a quelques philosophes néo-thomistes modernes qui s'appellent d'ailleurs philosophes réalistes ou métaphysiciens réalistes, comme Claude Tresmontant, que je vous recommande, excellent, enfin un penseur très intéressant. Donc la pensée d'Aristote est une élaboration intellectuelle sur la base d'une expérience que tout le monde peut faire, qui est l'expérience de la réalité. Et donc tout un chacun croit, quiconque n'a pas fait de philosophie, croit bien normalement et naturellement que quand il a affaire à un objet dans le monde qui apparaît à ses sens, cet objet existe réellement et indépendamment de lui et de sa présence ou pas. Par exemple, que je sois là ou pas dans la salle ne change pas le fait qu'il y ait une table au milieu de ma pièce. Bon, alors que pour la pensée moderne, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on enlève le sujet, il n'y a plus d'objet. Et pour faire juste un petit point, pour pas te couper ton fil, cette théorie cette théorie de la logique en philosophie, c'est quelque chose qui est auto-évident et quelque chose qui est inné, qu'on observe même chez les bébés. Hein, c'est quelque chose et qu'on observe aussi chez les animaux. C'est-à-dire que les animaux, des principes par exemple d'identité en logique, hein, lorsque vous cachez un objet, ils savent que cet objet est permanent et que cet objet persiste, mais qu'il a été caché derrière. Donc voilà, il y a des principes philosophiques qui sont innés
aussi chez les animaux. Intéressant, le Voilà. parallèle avec la psychologie. Ouais. Le jeu, ça me fait penser au jeu du Ford-Da chez Freud. Et il y a Freud qui parle de ça, là, des enfants qui se cachent, etc. Qui se cachent les yeux, voilà. Oui, mais alors attention, par contre, là, il y a un risque de confusion parce que tu parles de logique, alors que là je parlais de l'expérience sensible. Et dans ce que tu as dit dans ton introduction, Antoine, ça faisait référence à la logique d'Aristote, hein, je pense. Oui, Euh, le lien entre les certitudes, ça doit être la théorie du syllogisme chez Aristote. oui, Mais c'est là, la théorie des premiers principes logiques. Ouais. ouais. Mais là, c'était pas sur la logique que je développais, c'était sur sur l'expérience, voilà, et la philosophie comme élaboration à partir de l'expérience sensible. Alors que dans la pensée moderne, il y a une remise en cause, et c'est Descartes qui l'a fait très, très explicitement dans l'habitation métaphysique et dans le discours de la méthode. L'expérience sensible n'est pas fiable. Pour Descartes, il explique que mes sens me trompent. Ils me trompent de temps en temps. Par exemple, quand je plonge un bâton dans l'eau, je le vois tordu alors qu'il reste droit. Ou alors une tour que je vois au loin, elle a l'air ronde, et quand je m'approche, en fait, elle est carrée. Ah, mes sens m'ont trompé, donc ils sont trompeurs. Alors que chez Aristote, justement, explique bien la différence entre les relations entre la perception et la réalité, mais je pourrais développer plus tard. Voilà. Mais pour la pensée ancienne comme celle d'Aristote, la perception nous dit quelque chose de la réalité. Alors que pour Descartes et la pensée moderne, c'est douteux. C'est-à-dire que les sens sont douteux. Et ce qui n'est pas douteux, ça va être le discours, ça va être la démarche scientifique, la méthode scientifique et le discours des scientifiques. C'est-à-dire, ne croyez pas vos sens, ils vous trompent. Croyez-moi Descartes, qui suis un grand scientifique, et moi, je vous dis la vérité. Et en fait, tout ce à quoi on assiste depuis, c'est une conséquence de ça. Tu as parlé du Covid, mais le parallèle, il est parfaitement frappant. On avait des connards qui nous disaient toute la journée à la télé, il y a une gravissime épidémie, portez un masque, ne sortez pas de chez vous, ne serrez pas la main, et compagnie. Or, personne n'a rien vu qui ressemble à une hécatombe. Bon, et aujourd'hui, on le sait avec le livre de Pierre Chaillot et les statistiques, qu'il y a zéro hécatombe et il n'y a pas de surmortalité, même sur l'année 2020. Donc, ils nous ont menti, et au nom de la science, mais le discours, c'était les scientifiques le disent, donc croyez-le. Voilà. Donc, escroquerie monumentale, et ce dont on essaye de parler, l'air de rien, avec nos grands discours philosophiques, c'est de ça, hein. C'est pourquoi il ne faut pas croire à la parole de ces scientifiques, soi-disant, qui sont des enfumeurs. Qui sont des enfumeurs parce que leur soi-disant science, elle est fondée sur des mauvais fondements, et que la science moderne dans son ensemble est une escroquerie intellectuelle majeure. Voilà. Donc, encore quelques mots là-dessus, Aristote, et on va arriver à des choses un petit peu plus croustillantes. Donc, dans la pensée ancienne, on distinguait la théoria et la praxis et la poiesis. Pas dans la pensée ancienne, dans la pensée d'Aristote. Il distingue trois catégories que sont théoria, praxis et poiesis. Théoria, c'est la contemplation, et c'est ce que vise la philosophie. La philosophie vise la connaissance pour la connaissance. Le but de la philosophie, de la métaphysique en particulier, c'est de savoir. Il n'y a pas d'autre fin que le savoir. La praxis, c'est ce qui concerne la praxis ou philosophie pratique, c'est ce qui concerne l'agir. L'agir dans le monde, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la morale, comment est-ce que je dois me comporter dans telle situation. C'est des considérations sur la pratique, sur l'action. Et il y a la poiesis, qui est la création d'objets extérieurs. Exemple typique des anciens, c'est le potier qui va fabriquer un pot en terre. Bon, il est dans la poiesis, il crée un artefact. Bon, et dans la science moderne, il y a un imbroglio entre théoria et poiesis, puisque quand on parle de science, et d'ailleurs, si vous tapez sur Google Images, j'invite tout le monde à faire l'expérience, le mot science, vous allez voir apparaître quoi comme image? Un microscope, une lunette, une longue vue, enfin en tout cas des appareils, voilà, et des appareils. Alors que la science, si elle devait correspondre au mot grec théoria, et elle devrait, il me semble, et ben ça devrait rien avoir à voir avec des histoires d'appareils, ou avec des histoires de produire des fusées, ou avec des histoires de produire des vaccins. Ça n'a rien à voir avec la science, en fait, les vaccins. Voilà, ça n'a rien à voir, et les fusées non plus. Voilà. La science est une entreprise de connaissances purement théoriques. Il y a un chapitre très intéressant dans le cours de philosophie que je traduis d'Olavo de Carvalho, justement sur la différence entre technique et science. Donc, c'est un développement très intéressant qu'il fait aussi, ouais. Absolument, absolument, oui, oui. Mais de toute façon, Olavo Carvalho a bon sur toutes les lignes, hein.
Donc le subjectivisme moderne, bon, je vais le laisser pour une autre fois, je crois. Ou dire simplement en quelques mots voilà, donc ce qui est inauguré avec Descartes, c'est une philosophie subjectiviste et qui va donc donner après tout ce qu'on va appeler la philosophie idéaliste avec Kant et les idéalistes allemands, etc., etc. Donc à la fois il y a une perte de l'objet extérieur et il y a une focalisation sur le sujet qui devient une sorte de Dieu en fait, qui créerait la réalité dans son esprit. Et d'ailleurs, jusqu'à arriver à Kant, excuse-moi, oui. jusqu'à arriver à Kant avec son subjectivisme radical, là, on est vraiment dans l'extrême. Ouais. Mais non, il y a bien plus extrême que Kant. Mais c'est déjà extrême en un sens, mais quand tu dis subjectivisme radical, oui, je pense que Carvalho emploie l'expression, mais en fait, il y a bien plus radical que Kant. Le plus radical, c'est Comme les woke, on peut toujours aller plus loin. Ouais. Mais il y a quand même un philosophe anglais du 18e qui s'appelle Berkeley, qui lui disait carrément que c'est l'immatérialisme, c'est-à-dire que le monde matériel n'existe pas du tout. Bon, Kant n'a jamais dit ça, par exemple. Mais en tout cas, toute la pensée moderne, et Kant est le plus grand représentant de ce mouvement-là, oui, pose que c'est le sujet qui donne ses lois à la réalité, hein, c'est ce qu'explique la critique de la raison pure. Mais je redirai peut-être un mot de Kant tout à l'heure, si j'ai le temps. Je voulais attaquer un chapitre un peu plus croustillant et un peu plus complotiste sur la science et l'occultisme. Donc tu remarqueras, Antoine, que je suis bien la ligne de Carvalho et que je n'élucubre rien de mon propre chef, hein. Puisque Carvalho parle beaucoup notamment de Newton, et il parle beaucoup quand il parle de la révolution scientifique des 16e, 17e siècle, il fait souvent le lien, et à très juste titre, entre la science et l'occultisme. Et si tu veux bien, je vais développer un petit peu là-dessus. Très bien, peut-être je ne sais pas si on a encore un petit peu le temps, ou sinon je vais l'enregistrer. Ouais, non, ça on va le faire encore aujourd'hui, si tu veux bien, il y a encore au moins 10 minutes. Ok, je sais pas si on a encore 10 minutes sur StreamYard, c'est ça le problème. À peu près. Sinon, on en fera un deuxième, on fera une autre fois. Tu veux bien que je développe là-dessus? Oui, vas-y. Ok, tu me dis, tu me rappelles à l'ordre après si ça dépasse. Si tu vois, moi parce que là je vois pas je vois pas l'heure en plus. Ouais, rappelle-moi à l'ordre si tu vois que j'approche de la fin et pour qu'on fasse une belle conclusion. Ou après, si on doit démarrer un deuxième StreamYard, on peut aussi. Sinon, pour la prochaine fois. Donc voilà, donc j'avais parlé en introduction de lien entre philosophie et complotisme. À mon avis, le complotisme est la conséquence logique de la saine philosophie. Et Carvalho est un philosophe complotiste. Et d'ailleurs, c'est encore plus clair que je croyais dans le document qu'est en train de traduire Antoine. Il va carrément sur le thème du nouvel ordre mondial et il explique tout à fait quel est le problème et quel est l'enjeu. Et l'enjeu, et notamment pour les gens qui vivent à notre époque, c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde, qui est l'ennemi, qu'il y a un ennemi qui nous veut du mal, et quels sont les moyens qu'il a pour avancer ses projets diaboliques. Et parmi ces manettes, il a la science. Voilà. Donc je reviens sur l'histoire de la science, et je dis diabolique pas par hasard, parce que donc à l'origine de la science, on a affaire à des mages, on pourrait dire des alchimistes, des kabbalistes et des mages, donc des sortes de sorciers. C'est quelque chose de très surprenant, et que quand on étudie la philosophie des sciences à l'université, les profs ne l'expliquent pas vraiment. Alors ils nous disent oui, aux origines de la science, il y a des alchimistes, etc. Mais maintenant, c'est vraiment scientifique, quoi. Donc, la science est née de l'occultisme, mais elle est devenue une discipline fréquentable. Voilà. J'ai encore trouvé ça dans une référence que je recommande à tout le monde, qui est qui est un bouquin et un auteur qui est cité par Carvalho d'ailleurs. Hein. C'est une chercheuse anglaise, une historienne des idées, qui s'appelle Frances Yates, et dans un bouquin qui s'appelle Science et hermétisme. Et donc Frances Yates explique parfaitement qu'en étudiant les textes de l'époque, que la science moderne est née donc dans des milieux versés dans l'hermétisme, c'est-à-dire dans les sciences occultes. Et la démonstration, elle est parfaitement imparable. Hein. Donc tous les gars qui ont fondé la science moderne, et Newton le premier, étaient versés dans toutes les sciences occultes, astrologie, alchimie, kabbale. Et sauf qu'elle nous dit un peu la même chose au bout d'un moment que les universitaires qui font l'histoire de la philosophie des sciences, qui nous disent ok, la science elle est née de l'hermétisme, mais une fois que c'est devenu la science, c'était vraiment la science. Moi je pense que c'est un foutage de gueule. C'est que la science c'était de l'hermétisme au début et ça en est toujours aujourd'hui. Donc ça n'est qu'un déploiement, une laïcisation apparente d'une discipline qui foncièrement mériterait le nom de science occulte. Donc la science pour moi elle a tout à voir avec les sciences occultes. Aux
l'origine aujourd'hui. Et la dernière fois qu'on avait parlé de marxisme culturel, on était aussi dans l'inversion accusatoire. Donc, ce sont les mêmes principes aussi. Ouais. Oui, inversion accusatoire. Les occultistes, ce sont ceux qui se cachent derrière la science. Bon, allez, on va essayer de parler au moins de Newton, puisque donc Newton est un des sujets préférés d'Olavo de Carvalho. Newton, donc Isaac Newton, donc le grand mathématicien et physicien du XVIIe siècle, un anglais. Donc on le connaît comme physicien, mathématicien, je le disais, et celui qui aurait produit la théorie de la gravitation universelle en particulier. Bon, ce que les gens ne savent pas, et on n'a pas le droit de le dire, mais on va quand même se faire un plaisir de le faire, c'est que Newton est un alchimiste. Bon, certains savent, mais généralement, même si l'article Wikipédia, à mon avis, sur Newton le mentionne, il minimise grandement. Et donc Carvalho remet les choses en place et l'église au milieu du village. C'est-à-dire que Newton est un alchimiste intégral, c'est-à-dire que toute son œuvre est motivée par des considérations alchimistes et occultistes, donc y compris son œuvre de physicien, hein, évidemment. Mais donc son œuvre de physicien est relativement marginale dans l'œuvre d'Isaac Newton, puisque l'essentiel est consacré à l'alchimie et à la théologie antitrinitaire, comme me l'apprend Olavo de Carvalho. D'ailleurs, si on lit un texte de Newton, il y a des forts relents alchimiques. J'ai lu quelques pages une fois, et il y avait quand même des forts relents alchimiques. Pourtant, c'était censé être un texte qui parlait de physique. Donc, théologie antitrinitaire, c'est que c'est une théologie hétérodoxe et hérétique, qui nie la divinité, la trinité de Dieu, et qui, selon Carvalho, tenterait de s'approcher de quelque chose qui ressemblerait à l'islam, avec un Dieu unique et unitaire. Et donc, ce qu'il faut retenir, je ne serais pas capable d'en faire la démonstration, mais Carvalho en parle très bien, c'est que la théorie de la gravitation universelle est une théorie qui a son sens dans le cadre d'une conception alchimique de l'univers. Voilà. Et donc, c'est un problème, hein, si on veut, si on croit que c'est de la science laïque ou spirituellement neutre, ça ne marche pas, hein. Et donc, un des arguments de Carvalho pour démonter Newton, c'est aussi de dire que il faut faire la différence entre décrire et expliquer. C'est que, par exemple, Newton était un véritable génie des mathématiques, ça, il ne le nie pas, mais son histoire de gravitation, peut-être, pourrait être une description mathématique, notamment, de comment se passent les choses, pour expliquer la chute des corps, sans être pour autant une explication valable. Et donc, l'explication opposée, c'est celle de la physique d'Aristote, hein, qui expliquait la chute des corps par la théorie des lieux naturels. Hein. Une pierre tombe, va vers le bas parce que son lieu naturel, c'est l'en bas, c'est la terre, alors que la fumée monte vers le ciel parce que son lieu naturel, c'est l'en haut. Alors, quelque part, aujourd'hui, ça fait sourire quand on lit des choses comme ça, où ça paraît enfantin, mais il faut se dire qu'on a expliqué, c'est le bon sens, en fait, c'est ce qu'on observe. Ça part de l'observation que tout le monde peut faire, et c'est comme ça qu'on a expliqué les choses jusqu'à la révolution scientifique moderne. Alors aujourd'hui, on les a expliquées, on les explique pas. C'est-à-dire que si on demande aux gens pourquoi la pierre tombe vers le bas, ils vont dire c'est la gravitation. Mais ils savent pas ce que c'est que la gravitation, personne ne le sait. C'est tellement compliqué et tellement mathématisé que c'est inaccessible. Donc en fait, la plupart n'ont pas d'explication. Voilà. Et ça, c'est voulu justement. Moi, j'ai parlé de l'épisode du Covid pour montrer justement la précarité de l'intelligence. Et justement, il faut se questionner là-dessus. C'est justement ce qu'est en train de faire François. C'est très important là-dessus de voir qu'est-ce qui a été fait pour mettre en place cette précarité, entre guillemets, de l'intelligence, ou en tout cas de camoufler, que la science camouflait l'expérience réelle. Voilà. La logique était utilisée pour camoufler l'expérience réelle. Voilà. Oui, et puis la science, la logique est au sens moderne, et puis la science, oui, vient complètement camoufler et créer une réalité parallèle, en fait, qui vient masquer la vraie réalité. C'est pour ça que tout l'enjeu, c'est la pensée, il me semble, à notre époque, c'est essayer de retrouver un lien avec la réalité, puisque la réalité est niée et masquée, en fait, par la science et par l'idéologie. Et la description ou la méthode devient une aliénation, en fait, voilà. C'est de l'aliénation totale. On a vu dans l'épisode du Covid, les gens n'avaient pas le droit de faire confiance à leur sens, puisqu'on leur dit vous ne voyez pas de malade, pas de mort, il n'y a pas d'épidémie, mais si, il y en a une. Et il faut que les gens vivent dans cette réalité. C'est de la psychose, en fait. On les fait vivre. C'est vraiment de l'ordre de la psychose. C'est-à-dire qu'il y a une réalité alternative qui vient se superposer aux yeux des gens
et qui vient prendre la place de la réalité réelle, hein, de la seule, en fait. Et on vit après Et dans un monde de discours aussi. Là, on pourrait développer sur le nominalisme, etc. Le Covid, c'est un monde de discours. C'est dans le discours des médias, des gens sérieux à qui on doit faire confiance. Il y a une gravissime épidémie, donc il faut faire ci, ça. Mais c'est pas là, ce monde de discours est un monde mensonger qui ne correspond pas à la réalité qu'on expérimente par soi-même au quotidien. très bien. On a aussi l'ingénierie sociale qui avait été expliquée déjà dans les années 2000 par Olavo di Carvalho, qui expliquait déjà, qui annonçait ça, qui montrait différentes recherches. Donc, c'est un point aussi important en plus pour aller encore plus loin après le camouflage de l'expérience réelle qui est fait par la logique. On a aussi de l'ingénierie sociale qui est utilisée très fortement et Olavo di Carvalho l'a bien détaillé aussi, mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. Peut-être qu'on pourrait conclure. Il y a énormément d'autres choses à dire, bien sûr, de développement à faire, mais moi, j'ai encore énormément de choses à dire. J'arrive à peu près à la moitié des notes que j'avais prises. Mais on en parlera une autre fois. Ouais, on va conclure là. C'est une bonne durée pour aujourd'hui, un bon premier point. Et puis, si d'accord, on fera une deuxième émission sur le même sujet éventuellement, Antoine. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, moi, dans la chronologie, pour conclure, je dirais que moi, dans la chronologie, donc j'ai parlé surtout j'ai parlé du mot science, etc. Et après, j'ai esquissé un petit historique de cette révolution scientifique moderne. J'ai parlé donc de Descartes aujourd'hui et de son opposition à Aristote et saint Thomas d'Aquin avec la scolastique. Et j'ai parlé rapidement de Newton, mais j'aurais aimé continuer l'histoire et parler des autres grands noms de la révolution scientifique que sont Bacon, Galilée et Copernic, de leur lien avec l'occultisme, et j'aurais continué après, et je le ferai donc la prochaine fois, sur Kant, Auguste Comte et le kantisme, et l'alliance de la science et du marxisme, pour aboutir sur le thème de la science et de la gnose, et de l'utilisation du lien entre science et de l'alliance entre science et marxisme par le mondialisme. Voilà, et ça, ce sera pour la prochaine fois. C'est pour donner envie aux gens d'écouter la prochaine vidéo. Super, ben merci François. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes et pour nous aider. On vous remercie. Allez, ciao, à la prochaine. Merci pour votre attention. Allez, à une prochaine.